Bonsoir. Il y a plein de monde depuis tout à l'heure, j'ai pas vu. J'avais le dos tourné, en fait, ça s'est bien rempli, c'est chouette. Bon, on est très content d'être les premiers bêta-testeurs, en tout cas, de ce bêta-test ce soir. Alors, je vais m'asseoir parce qu'il paraît que ça dure 45 minutes. Alors, merci d'abord à Gérald et à toute l'équipe de Storycode, ça nous fait très plaisir d'être là pour parler d'un projet qui nous a occupé beaucoup ces derniers temps et qui est à présent terminé. Et puis, à propos de remerciements, les logos, c'est pas juste pour décorer, hein, il y a beaucoup de gens beaucoup de monde a été impliqué sur ce projet, donc j'en profite pour commencer par des remerciements à nos coproducteurs et à tous ceux qui ont soutenu le projet. Je vais faire une petite présentation, mais très courte, de Kids Up Hill. Je ne sais pas si tout le monde nous connaît, on n'est quand même pas si connu que ça, faut pas déconner. Kids Up Hill, c'est une société de production pour les nouveaux médias. Je ne sais pas trop comment il faut dire, on ne sait plus quel nom trouver maintenant, mais en tout cas, c'est une société de prod que j'ai fondée avec Éléonore Lamotte, mon associé. Et on vient d'univers différents, et finalement, c'est un petit peu ça qui caractérise notre démarche, c'est qu'on aime bien croiser les univers. Projet interactif, docu, fiction, on n'aime pas dire hybride, mais il y a un peu de ça. On est tenté par pas mal de choses, et donc on a été tenté par l'aventure Bruxelles Business. Alors première partie, si je respecte le protocole, je vous raconte un peu ce que c'est, et puis après deuxième partie, je vous dirai ce qui a marché. Ça va être très court, parce qu'il faut faire court, et puis ce qui a foiré, ça va être très long, parce qu'il faut raconter ce qui a bien foiré. Mais il n'y a quasiment rien qui a foiré, hein, vous allez voir. Alors, TVBO, Bruxelles Business, tout le monde suit, tout va bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça commence? Alors, c'est une histoire qui nous vient de l'extérieur, d'un auteur, et c'est souvent comme ça que ça fonctionne, qui s'est posé la question suivante: qui est-ce qui pilote l'Union européenne? Alors, réponse d'écolier, c'est la Commission en haut, le Parlement en bas, tout va bien. En fait, ils sont deux à s'être posé la question. Donc, il y a Friedrich Moser qui est là-haut, qui est un réalisateur autrichien, et puis Mathieu Liétard, qui est un docteur en sciences politiques, qui est lui belge, basé à Bruxelles, et ils ont voulu explorer un petit peu cette question: qui est-ce qui tient le gouvernail de l'Union européenne? Ils ont fait un film d'investigation documentaire qui est sorti au cinéma l'an dernier, qui s'appelle The Brussels Business, et là vous voyez le lien génial avec notre projet. Et donc, ce qu'ils ont voulu voir, c'est quelle était l'histoire du lobbyisme et quels étaient ces réseaux d'influence qui se sont tissés à Bruxelles notamment et qui exercent une pression sur les instances de décision européennes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé au final? Qui est-ce qui dirige l'Europe? On peut se poser la question, y a-t-il un pilote dans l'avion? Et finalement, on se dit que derrière nos députés européens notamment et derrière la Commission, mais ce n'est pas une nouveauté, il y a des lobbyistes et ils ont une influence parfois très importante sur les propositions de loi qui sont faites à Bruxelles et sur les décisions qui sont prises à Bruxelles et Strasbourg. Alors à propos de lobbyistes, j'en profite pour vous montrer un peu les protagonistes du projet The Brussels Business Online, parce que c'est ça aussi qui fait le lien, vous allez le voir avec le projet. Et c'est ces vrais lobbyistes là qui sont venus peupler un peu notre univers. Alors, ça c'est le projet de film sur lequel on n'a pas travaillé. Et comment est-ce qu'on passe de ce projet-là au projet web? Eh bien, on a un auteur, donc Mathieu Liétard, qui dit « Bruxelles c'est chiant, on ne comprend pas ». Donc, on fait un film, et dans le film, on arrive à démontrer quelque chose, et puis finalement, on sait qu'on va le faire à l'échelle d'un film, mais qu'après, ce serait bien que l'audience puisse un peu prendre la main, un peu s'emparer des choses, parce que c'est vrai qu'on a une image des instances européennes qui semblent en tout cas un peu absconses, voilà, pour le dire autrement que chiant. Et alors, il s'est associé, donc Mathieu Liétard, qui est co-auteur du film, il s'est associé à Jamie Bellew, qui est un directeur artistique, designer, basé à Londres. Et donc ils ont dit, on y va, on va inventer un projet interactif dans la continuité du film. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce projet interactif? Comprendre, agir, s'impliquer, ça marche très bien, c'est très vendeur. En fait, la démarche de Mathieu, qui est donc docteur en sciences politiques et spécialiste des lobbies à Bruxelles,
En fait, lui, il dit, dans le film, je vous raconte ce qu'est l'état du lobbying aujourd'hui à Bruxelles. Je vous raconte comment on pense que ça marche et quelle est l'influence néfaste, dirait Mathieu, dans certains cas des lobbyistes. Et je vais inventer un dispositif dans lequel je vais donner les clés du débat aux internautes pour rendre moins chiante la politique européenne, donc plus concrète. Et avec Jamie, ils se disent, on veut une mécanique simple, pas simpliste si possible, et presque ludique. Donc on arrive à quelque chose comme ça. Alors, quand je dis on arrive à quelque chose comme ça, c'est le film, ils ont eu l'idée il y a 5 ans, et le projet interactif, l'idée est venue quasiment en même temps. Donc c'est beaucoup de réflexion pour arriver à quelque chose qui peut-être n'est pas complètement abouti, mais on y a réfléchi un petit peu quand même. Donc le concept est le suivant. On met une plateforme en ligne, et sur cette plateforme, chaque semaine, on va poser une question à l'audience, aux internautes, et c'est une question qui va être débattue par le Parlement européen peu de temps après, si possible, la mise en ligne de la question. À chaque question, on associe le point de vue de 2 lobbyistes, un qui est plutôt favorable au projet de loi, qui va être débattu au Parlement européen, et un qui est plutôt défavorable. Et chacun va pitcher 3 arguments clés en 90 secondes maximum face caméra. Donc l'internaute va pouvoir voir les 2 points de vue. Et puis, après les 2 points de vue proposés par les 2 lobbyistes, on permet aux internautes de voter. Et ils ont 15 jours pour voter. Donc ils peuvent voter pour, contre le projet de loi, ils peuvent s'abstenir, ils peuvent changer d'avis. Et puis ils peuvent participer à un débat, toujours sur la même plateforme, dans un espace dédié. Et puis au terme du vote des internautes, quand on arrête le compteur et qu'on bloque le vote, on peut, quand il a eu lieu, comparer le vote des internautes à celui des eurodéputés. Donc ça, c'est le principe global et c'est l'expérience qu'on voulait créer. Comme le projet est terminé, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Alors. Donc ça se passe sur Arte. On a un petit mot qui nous dit que c'est terminé, hélas. C'est sympa aussi. On va se mettre en français, ça va être beaucoup mieux. Donc on arrive sur une plateforme, cette plateforme est hébergée par Arte, qui a coproduit le projet. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit une question, vous voyez la petite flèche, super. Donc il y a un thème, je vais revenir sur la pêche, moi j'aimais bien, c'était le premier. Donc, politique commune de la pêche, en gros, est-ce que la politique commune de la pêche doit être plus environnementale, plus friendly, plus écolo ou pas? Alors, évidemment, le vote est clos, mais ce n'est pas ce que je vais vous montrer tout de suite. Qu'est-ce qu'on voit? On a la question, les 2 lobbyistes. Hop. Voilà, donc on a une personne de Greenpeace et une personne d'Europêche, qui est un gros lobby qui défend la pêche industrielle, pour la faire courte. Et cette question est associée à d'autres éléments sur cette page. On voit un petit compte à rebours qui donnait le temps restant avant la fin du vote citoyen, la date du vote du Parlement, donc là ça a eu lieu le 6 février. Et puis, c'est très visible et très accessible, on en reparlera dans les points négatifs. Hop. Un petit texte de contextualisation, un fil Twitter où il ne se passe plus grand chose parce que c'est pas vraiment d'actualité ce débat-là, puisqu'il est terminé depuis un petit moment, mais sinon on a agrégé des tweets sur la question.
Et puis une très belle infographie qui permet de comprendre un petit peu quels sont les enjeux du débat et ce qu'on doit savoir avant de pouvoir se prononcer et comprendre ce que nous racontent les lobbyistes. Alors, je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Une vidéo d'un lobbyiste. Voilà ce que vous voyez là. Ça, ce sont les résultats du vote. Et pour l'internaute, quand il arrive sur le site, il ne voit pas les résultats tant qu'il n'a pas voté. Donc on essaye de ne pas influencer. C'était ça aussi la logique. C'est que ce soit une question très simple, on accède au vote directement, aux questions, et c'est seulement une fois qu'on s'est prononcé qu'on arrive à voir le résultat global. Donc là, j'ai changé, je vous montre un des derniers débats, il y en a eu 8 en tout, sur la protection des données personnelles. Sur le web, peut-on concilier la vie privée des internautes et les intérêts des entreprises? Voilà une question qui est intéressante. Et voici le point de vue de Jérémy Zimmerman sur la question. La proposition initiale de la Commission n'est pas si mauvaise que ça et apporte quelques protections intéressantes du citoyen et de ses données personnelles. En revanche, on a identifié dans cette proposition un certain nombre de trous qu'il faudrait corriger, notamment sur le périmètre du règlement, la définition même de ce que sont les données personnelles, et sur les obligations à faire peser sur les compagnies qui collectent, traitent et revendent nos données personnelles, par exemple leurs obligations en cas de fuite de ces données dans la nature, etc. Or, au lieu de corriger, au lieu de réparer ces trous dans la proposition initiale, il semble que le Parlement européen soit sur le point de faire l'inverse, et à savoir d'ajouter de nouveaux trous, ajouter de nouvelles dispositions permettant aux entreprises de faire tout ce qu'elles veulent faire sans contrôle citoyen, sans obligation de protection. Je ne vais pas vous la montrer en entier, je vous invite à aller les découvrir parce qu'on n'a pas le temps, mais vous comprenez bien le principe. 90 secondes, 3 arguments clés, chaque argument clé est mis en exergue. Et c'est la même chose chez son petit voisin d'en face. Et puis à la fin de la vidéo, il y a un petit panneau qui s'affiche et qui dit « Maintenant, est-ce que vous voulez voter pour ce camp-là? Est-ce que vous voulez voir l'autre vidéo, découvrir d'autres éléments, etc. » Et puis quand on a vu ces vidéos, on peut participer à un débat. Donc sous les vidéos, on a une zone de débat dans laquelle on fait la différence entre les citoyens lambda, c'est-à-dire tous ceux qui s'inscrivent sur la plateforme. On peut mettre en exergue des commentaires qui nous paraissent intéressants. On peut aussi distinguer l'intervention des journalistes community managers dont je reparlerai. Donc là, par exemple, en français, c'est Marianne Rigaud, je sais qu'elle est dans la salle qui s'en est occupée, donc vous pourrez lui poser plein de questions aussi. Et puis, après ce premier round... Donc là, de la vie privée. Après ce premier round, qui était les trois arguments phares, on postait une deuxième vidéo au cours du débat, donc 15 jours de débat. On posait une deuxième vidéo qui était une séance de questions-réponses. Donc quand on tournait, on demandait à chaque lobbyiste de préparer 3 questions pour coincer l'autre. Et puis donc on montrait les 3 questions, il était obligé d'y répondre. Et puis on faisait un petit montage comme ça. Alors, je vais vous montrer juste une question parce que je la trouve assez rigolote. Donc là, on est sur le tabac, vaste débat aussi. La limitation du marketing réduira-t-elle le nombre de fumeurs? Donc vous avez peut-être entendu parler de cette proposition de loi qui consiste à augmenter les espaces sur les paquets de tabac où on montre des images horribles et faire disparaître les marques, quitte à rendre tous les paquets identiques avec simplement la marque écrite dans la même typo, etc. Et donc on a, je ne sais pas si vous avez vu Thank You for Smoking, mais on a un sympathique lobbyiste qui défend l'industrie du tabac et en face une personne qui est tout à fait opposée à ces idées-là. Et dans le deuxième tour, donc dans ces questions-réponses, elle lui pose une question qui est assez intéressante. Je crois que c'est la dernière. So my first question is the following. Evidence and scientifically based studies. Je vais vous montrer la première parce qu'il ne veut pas aller chercher l'autre. So my first question is the following. Evidence and scientifically based studies have clearly shown that the packet and graphic warnings have an impact on young people, and that is around the world, also in Europe. Why is it that you keep saying that it wouldn't work?
I would like to offer to take a shorter look in Europe what's going on there. There are in a few member states like Belgium, these pictorial health warnings are effective, has been effective for a couple of years. What is the impact of these pictorial health warnings here? After the first year, I understand based on this statistical data, there was a minor decrease in consumption, the overall consumption in cigarette products, but later on it came again, picked up, and the people started to smoke again more than they did in the past. So we have the picture that there is no impact of the pictorial, of the size of the given pictorial health warning on the youth smoking update or on the consumption. Donc on est content d'apprendre que finalement c'est en ne mettant pas de message d'alerte que les gens arriveront à fumer moins. Voilà. Ils sont très forts, hein, ils sont payés pour, mais ils sont vraiment très forts. Donc voilà un peu le principe, et pour terminer, ces résultats que vous voyez là posés sur les vidéos, on pouvait aussi y accéder de manière détaillée. Alors, il y a d'autres petites choses, mais je vous laisserai découvrir si vous ne connaissez pas encore ce projet-là. Et donc dans une zone dédiée, on pouvait voir tous les... Alors je vais revenir sur la pêche par exemple. Hop. Et je vais faire quelque chose avant, c'est me connecter. Non. Donc ce qui était possible dans cette partie de résultats, c'était de regarder ce qu'avaient voté au final les citoyens. Donc là, par exemple, sur la pêche, les citoyens, ils veulent que la pêche soit un peu plus environnement friendly, mais pas autant que les parlementaires qui, eux, ont voté plus massivement en faveur de cette loi. Donc c'est assez intéressant de voir ces résultats-là. Il y a eu des choses surprenantes. Dans les choses surprenantes, dans le tout dernier débat, je vous montre un truc rigolo, le dernier débat, c'était l'Europe doit-elle diminuer sa production de biocarburants, et donc on avait quelqu'un des Amis de la Terre, qui est donc environnementaliste, et qui dit le biocarburant ça pose quand même pas mal de problèmes environnementaux, des problèmes de sécurité alimentaire, donc il vaut mieux limiter la production, alors qu'en face on avait quelqu'un d'un lobby qui était pour la production. Et ce qui s'est passé, c'est que jusqu'au dernier jour du vote, c'était le oui qui gagnait, et dans les dernières 24 heures, la lobbyiste, sans doute, on pense que ça s'est passé comme ça, elle a appelé tous ses copains, et d'un coup, il y a eu un gros raz-de-marée pour le non, et le non l'a emporté. Donc c'est assez rigolo de voir que, à l'inverse, par exemple pour la protection des données personnelles, il y a eu très peu de votes, et on pensait que la Quadrature du Net ou les acteurs du web et qui veulent privilégier la protection des données fassent des votes massifs, parce que c'est une pratique très web. Donc on a été un peu surpris par des comportements. Et donc pour finir, ce que je voulais vous montrer, c'est ce qu'on peut faire, c'est regarder ce qu'ont voté. Alors là, j'ai pris au hasard l'Angleterre, mais je peux aller regarder ce qu'ont voté mes députés. Donc, moi, j'aurais dû prendre Paris. Mais donc là, je vois que mes députés, sur la question de la pêche, il y en a un qui s'est abstenu et d'autres ont voté pour. Et puis, si je veux aller plus loin, je peux cocher voilà, ce député et je veux lui envoyer un message. Donc automatiquement, il y a un message pré-rempli qui donne le résultat du vote. Alors, je vais écrire en français parce que je suis français, c'est pas très pratique. Mais on pouvait écrire à son député, partager les résultats des votes, et voir modifier le message en disant vous allez voter bientôt, vous, si le vote n'avait pas eu lieu. Tenez compte de ce qui se dit sur cette plateforme. Alors Donc, je voulais juste vous montrer une dernière chose, parce que c'est plus actif en ligne, parce que le projet est terminé maintenant, mais quand on votait, donc ça se présentait comme ça, on avait voté pour, contre, et quand on votait, on pouvait partager son vote avec ses amis sur Facebook, ou par email, ou par Google+, ou par Twitter, et on pouvait aussi partager son vote avec les députés. Alors, un petit mot sur la stratégie de diffusion du projet. On avait donc un site dédié sur Arte. On pouvait sortir l'appli entièrement, la mettre dans un iframe ailleurs. Donc il y a le site de la Frankfurter Allgemeine Zeitung qui l'a repris. Le site existait en 3 langues, français, anglais, allemand, donc là évidemment ça a été repris en allemand. Il y avait des widgets qui embarquaient la question et qui étaient des petits objets dont on pouvait dimensionner la taille et qu'on pouvait disperser dans des sites. Donc il y a des sites partenaires comme la RTBF par exemple qui ont repris le widget, et ça permettait de nous faire des points d'entrée supplémentaires évidemment dans le projet.
il y a eu un compte Facebook et un compte Twitter qui ont été créés spécifiquement pour le projet et qui a été géré par 3 journalistes community managers. Et puis, il y a eu beaucoup d'agrégation éditoriale qui a été faite dans ces réseaux sociaux. Il y a eu de la création éditoriale spécifique aussi avec un partenariat avec le Huffington Post. On publiait un article sur la question chaque semaine dans le Huffington Post. Et puis dans les débats directement sur la plateforme, les journalistes pouvaient aussi agréger des liens pour étayer le débat. Alors à propos d'équipe, comment ça se présente? Il y avait des gens à Bruxelles, donc il y avait Mathieu Liétard qui est auteur et qui était donc le réalisateur éditorial, on pourrait dire, un journaliste qui l'accompagnait dans la coordination éditoriale, un cadreur, parce que c'est au Parlement européen qui a eu la gentillesse de nous prêter des locaux qu'on a tourné toutes les vidéos, et 5 stagiaires, parce qu'il y avait un partenariat avec une école de journalisme à Bruxelles qui s'appelle l'IHECS. À Londres, il y avait Jamie Bellew, donc le designer, un assistant, un sound designer. À Paris, il y avait Éléonore et moi, 2 producteurs, une chargée de prod, un monteur, un stagiaire qui a fait toutes les infographies que vous avez pu voir, un exemple, et puis une assistante design. Et puis pour la partie web, 4 développeurs, enfin 2 développeurs, 2 intégrateurs, et donc 3 journalistes community managers. Comment ça se passait? À Bruxelles, il y avait nos sympathiques journalistes qui surveillaient un petit peu les questions qui allaient sortir au Parlement, qui décidaient de ce qu'on allait tourner, qui devaient trouver les bons lobbyistes, organiser le tournage, préparer tout le traitement éditorial avec les community managers, tout ça, on faisait des réunions, je pense que Skype a un peu chauffé pendant cette période-là. Et puis ils nous envoyaient les rushs, donc c'était assez infernal comme organisation, mais on s'en est sorti. Et donc les 3 community managers, c'était 3 journalistes, et chacune tenait une langue, donc une francophone, une germanophone et une anglophone. Et au final, ça a fait une équipe de plus de 20 personnes, avant pour la production, et puis vraiment quand le projet était online, où tout le monde a continué quasiment, sauf peut-être le design, mais c'était une équipe conséquente mobilisée sur le projet. Combien ça coûte de faire ça? En gros, ça coûte 150 000 euros. Alors, je vous ai mis les grandes lignes de découpage du budget. C'est peut-être pas les plus pertinentes, donc on pourra en discuter. Et comment ça se finance? Alors là, c'est un projet un peu miracle, parce qu'on avait financé la totalité de ce qu'on a dépensé, donc on est très content, on n'a pas perdu d'argent. Il y a de l'argent qui vient de Belgique. Il y a les 2 auteurs, ils ont leur société de production qui ont apporté un petit peu d'industrie. Il y a un équivalent de CNC belge qui a soutenu le projet. Il y a de l'argent qui vient du Royaume-Uni. Donc ça, c'est Martin Stixel, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un des fondateurs de Last.fm, que Jamie a contacté et qui a bien aimé le projet, qui a accepté d'investir dans le projet. Donc ça, c'était une très bonne nouvelle aussi. En Allemagne, il y a Arte Allemagne qui a investi 25 000 euros, et puis la ZDF qui a complété un petit peu. Et puis en France, il y a Arte France qui a mis également 25 000 euros. Et puis il y a un petit peu d'apport à l'industrie de Kids Appeal aussi. Et il y a une subvention ministérielle qui est en fait une subvention européenne, mais qui a transité par le ministère des Affaires étrangères et qui correspondait exactement, c'est un appel d'offres, qui correspondait exactement à ce qu'on a fait là. Donc voilà comment on a financé le projet. Pour terminer, un petit point sur l'audience. Alors il y a eu, c'est pas les toutes dernières, mais quasi, stats, 61 000 visiteurs uniques pour 120 000 pages vues. J'ai plus exactement en tête, je voulais demander à Arte, j'ai pas réussi à avoir Alexander Knetig avec qui on a travaillé sur ce projet-là au téléphone. Je crois qu'il y a quelques minutes de temps moyen de consultation, mais c'est le quelques minutes qui est intéressant de détailler, et j'ai pas le détail. Enfin, je ne l'ai plus plutôt. Il y a eu 2700 comptes créés, un tiers via la connexion Facebook, 2 tiers via la création d'un compte avec son adresse email. Donc si on regarde 61 000 visiteurs et 2700 comptes créés, on voit qu'il y a un super étranglement au login, au passage plus actif sur le compte. Il y a eu 3000 votes en tout, et côté réseaux sociaux, 1600 fans Facebook et 775 followers sur Twitter.
Alors si on fait un truc un peu théorique, on pourrait dire que, comme d'habitude, évidemment, il n'y a pas les mêmes niveaux d'engagement et de participation et de nombre des différentes classes d'audience. Mais en gros, les 61 000, ils ont vu les questions, ils ont probablement vu des vidéos. Et puis, en fait, cette pyramide, elle a une forme très belle, mais elle est très fausse, parce qu'il y a un goulot d'étranglement énorme à l'inscription, et ce qui fait que toutes les autres actions sur le site, voter, partager son vote, accéder à des résultats détaillés, être capable de partager ces résultats avec soit des membres du Parlement européen, soit ses amis sur Facebook, par exemple, tout ça, ça a été très très limité par ce nombre faible d'inscriptions. Et puis la fonction de commentaires, on va dire qu'elle était, c'était des commentaires de qualité, je vais revenir dessus, elle était plutôt réservée à un tout petit nombre de participants. Voilà pour la première partie. Donc on a 5 minutes de réponse, questions-réponses. Donc si vous voulez poser 2-3 questions, vous avez déjà des remarques, des choses comme ça, oui. Bonsoir, Michael. La question que je voudrais vous poser, c'est combien de temps ça a duré? 8 semaines. Et ça s'est passé quand? Oui, pardon, je t'ai dit, c'était du 5 février au 5 avril. Donc 2 mois? 8 semaines, 2 mois. Ouais. Et est-ce qu'on peut imaginer que ce genre de projet, celui-là même, pourquoi pas, s'inscrive dans une continuité? Oui. Est-ce qu'elle a été pensée? En fait, je reprends le micro parce que c'est une très bonne question. Effectivement, ça répond à. Enfin, il y a deux formes de réponse. La première qui est uniquement sur ce projet-là, où 8 semaines, c'est pas très long. Et on aimerait bien pouvoir continuer l'expérience. En même temps, pour plein de raisons, parce que ça coûte assez cher de maintenir une équipe en permanence, c'est finalement un programme de flux, donc ça coûte cher, et donc on ne pouvait pas durer beaucoup plus longtemps. Mais on aimerait bien durer plus longtemps, et je pense que l'idée c'est de remonter la même architecture sur un prochain projet. Ça pourrait être les élections européennes l'an prochain, de janvier à avril, on est en ligne, et puis on met face à face deux candidats à la députation européenne et qui discutent sur une question. Et l'idée, c'est que la question concerne le quotidien des citoyens européens. C'était ce qu'on a essayé de faire là. Donc ça, c'est une première façon de répondre. Et puis la deuxième, d'un point de vue rationalisation des coûts de production, monter une machine comme ça, ça coûte assez cher en coûts de production, pas en flux, mais avant même d'être en ligne, ça coûte déjà un petit peu d'argent. Et donc si on peut capitaliser d'un point de vue maison de production cette fois-ci, et réutiliser ce dispositif-là, c'est encore plus intelligent pour nous. Donc on va essayer de le faire. D'autres questions? Excuse-moi, par rapport encore du temps de préparation, la production et pour les financements, combien de temps ça depuis l'idée, le concept est né, et puis combien de temps ça a mis pour avoir le financement en place et la production? Je vais parler pour tout le monde m'entend? Je vais revenir un peu dessus dans la partie point négatif, parce que ça a été long. Mais rapidement, donc Mathieu Liétard, le co-auteur du film qui a eu l'idée de ce projet-là, je pense que ça doit dater de 2009 ou 2008, l'idée de faire ce projet-là. Et il l'a présenté, il s'est vite associé avec Jimmy, et je pense un an après, ils en ont parlé à Arte, ils l'ont présenté au Sunnyside, donc ça a été le meilleur pitch pour un projet interactif au Sunnyside en 2010, et c'est sorti en 2013. Donc si ça a été meilleur pitch en 2010, ça veut dire qu'il y avait déjà eu pas mal de boulot de réflexion et de conception. Arte a assez vite été intéressé par le projet, et Arte a diffusé le film dont je parlais, l'a diffusé à l'antenne, et évidemment avait tout intérêt à s'associer au projet. Combien ça prend de temps pour réunir les financements? Les derniers sont arrivés en septembre l'an dernier. On a eu donc entre le oui d'Arte, enfin un oui de principe d'Arte il y a 2 ans et demi ou 3 ans, et le dernier financement arrivé,
Ouais, ça fait long, ça fait 2-3 ans. Et après, le problème du temps de production, c'est qu'une fois qu'on s'est dit, ça sort le 5 février, et le moment où le dernier financement tombe, et on se dit cette fois-ci on prend le risque d'y aller, parce qu'il n'y a plus de risque, puisqu'on a tous les financements sécurisés, bah, il ne reste que 3 mois. Donc ça, on l'a produit en 3 mois, et c'est ça qui est un peu le cauchemar, c'est que pour un truc qui se réfléchit pendant 3 ans, il y a un ratio entre le temps de développement et le temps de production qui est pas assez bon pour que le projet soit aussi mature que ce qu'on voudrait. J'ai une question. Ouais, ok. Je voulais. Tu disais qu'il y avait un grand temps de réflexion avant le pitch des CD-Side. Est-ce que tu peux parler de la différence entre le concept de départ et ce qui a été pitché? Alors ce serait mieux si les auteurs pouvaient en parler. Malheureusement, il y en a un qui est en Inde et l'autre qui est très occupé à Bruxelles. Je sais que dans le tout premier projet, ils avaient imaginé toute une partie assez ludique où on se retrouvait dans la bulle bruxelloise, où on pouvait se balader dans des bureaux, aller à la rencontre de lobbyistes. Il y avait un truc qui tenait un peu du mini réseau social, de la quête du jeu, d'un truc un peu un jeu documentaire. Et cette partie-là qui était le concept, enfin qui a changé un petit peu, mais il y avait cette idée de on associe le débat des citoyens à des questions qui sont vraiment votées au Parlement, et avec cette mécanique de vidéo de lobbyistes. Voilà. Donc en gros, ce qui s'est passé entre le début et la fin, c'est qu'on a, on a abandonné certaines idées. Il y a des choses qui n'ont pas été faites, qui coûtaient trop cher. Et puis on a remanié un peu ce truc-là pour arriver à le sortir. Pardon. Quel est le retour d'Arte sur l'expérience? Est-ce qu'ils sont contents? Je les vois le 27 mai. Non, on s'est vu, on s'est parlé depuis. J'aurai plus de détails sur tout ce que j'ai abordé dans les points positifs et négatifs. J'aurai beaucoup plus de détails après cette réunion du 27 mai. Mais en gros, il y a un point qui est très positif, c'est qu'il y a une logique éditoriale qui fait que en diffusant un film et en proposant un programme interactif qui vient du même auteur, mais qui en gros porte la même intention documentaire et qui s'exprime de deux manières extrêmement différentes, il y a une légitimité et une logique éditoriale qui est très forte et qu'Arte a bien apprécié. Donc nous on était très contents de ça, surtout qu'on n'avait pas bossé sur le film, donc on était contents de prolonger aussi quelque chose. Ça c'est le point qui est positif. En termes d'audience, de fréquentation, on voulait faire mieux, mais c'est assez niche, ça reste quand même de la politique européenne, et donc c'est difficile d'attirer beaucoup de monde. Alors il y avait des moyens de faire mieux, mais en tout cas, dans le dispositif tel qu'il a vécu, c'est une audience qui est pas si mal. Et puis après, vous allez voir tout ce qui n'a pas marché de mon point de vue, et je pense qu'Arte partage ces idées-là. Dernière question pour les points positifs, après on passe. Moi je voulais poser une question sur la... C'est celui qui a le micro qui parle. C'est une question du coup qui rejoignait la dernière. Du coup, est-ce que vous étiez fixé des objectifs, ou est-ce que vous en avez fixé par rapport à ces chiffres d'audience, ou est-ce que vous aviez des indicateurs de réussite que vous souhaitiez atteindre? On n'avait pas fixé d'objectifs. Moi, dans mes rêves les plus fous, j'aurais aimé qu'on puisse toucher 500 000 personnes. Parce qu'on était en 3 langues, et parce que y a un truc qui n'a pas marché. C'est qu'on n'a pas eu assez de temps et de réussite dans l'établissement de partenariats médias. Et quand on arrive à associer des gros partenaires médias qui font des points d'entrée avec des très grosses audiences, ça fait exploser le compteur. Voilà. Donc Arte nous avait pas demandé d'atteindre un objectif, et on s'en était pas fixé d'autre que celui très ambitieux de 500 000. Voilà. Mais je me l'étais fixé à moi-même, j'avais mis la pression à personne. Oui, déjà bravo pour le projet. Et oui, je voulais savoir si Arte avait fait une campagne de promotion pour ce projet, et s'il y avait une communication en fait. Oui, en fait Arte, pour tous leurs projets, ils font leur communication habituelle qui consiste à prévenir tous leurs partenaires médias d'envoyer un communiqué de presse, d'activer leur réseau. Et puis, en plus, comme là, il y avait le film qui était diffusé le 12 février sur l'antenne d'Arte, en France et en Allemagne, la home du site d'Arte était aux couleurs du projet.
Et il y a eu beaucoup de mise en avant du projet sur le site d'Arte lui-même. Ok, donc on y va pour les points positifs, youpi. Ce qui a bien marché, on va aller vite, hein. Donc des trucs simples, le projet a vu le jour, on était très contents. Donc grosso modo, que le projet ait eu lieu et que l'équipe se soit bien motivée, bien montée pour le faire exister, c'est une satisfaction. Quand on est producteur, c'est quand même un petit truc dont on se réjouit à chaque fois, donc là encore plus. Il y avait beaucoup d'enthousiasme et de motivation, enfin, moi, il me semble, mais il y a des gens qui ont bossé sur le projet dans la salle, donc on verra ce qui se dit après quelques verres ce soir. Un point positif aussi, c'est que finalement, c'est quasiment un programme de flux, c'est pas vraiment notre métier, et tous les gens qui sont venus sur ce projet, avec nous, ont réussi à soutenir cette cadence qui était un peu, comment dirais-je, soutenue, donc on soutenir une cadence soutenue, c'est très bien. Enfin bref, mais on a trouvé les moyens, alors qu'on a eu assez peu de temps de préparation et de prod, on a trouvé tous les moyens pour établir des ponts, sachant qu'il y avait des gens qui étaient un petit peu partout. La community manager germanophone était à Berlin, francophone à Paris et anglophone à Budapest en toute logique. Voilà. La pertinence éditoriale, c'est ce que je viens d'évoquer, l'adéquation avec la ligne éditoriale d'Arte, la continuité film web, donc je ne reviens pas dessus. Le design, on nous l'a dit, on le pense un peu, TBBO, c'est plutôt beau. Voilà. Et alors, à ce sujet-là, il y a un truc qui est intéressant, et je pense que ce projet-là, on est un bon exemple. Le designer, le directeur artistique, c'est un des auteurs. Et en plus, il a une vision éditoriale, politique, très précise. Et je pense que, même si on n'a pas eu tout le temps de conception quand on a dit qu'on rentrait en prod, dont on aurait voulu disposer, cette vision éditoriale et cette complémentarité avec l'autre auteur a fait que le design qu'il a proposé pour le projet était à la fois beau et utile à l'intention documentaire. Voilà. Ça fait du bien de le dire quand même. Les vidéos, moi j'ai bien aimé, et je suis pas le seul. Ce petit format court, un peu pitch, on s'est demandé si les lobbyistes allaient jouer le jeu, parce que finalement, eux, ils n'ont pas l'habitude de raconter un truc à des citoyens en 90 secondes, ils ont l'habitude de tenir le crachoir à des députés pendant des heures. Donc, et puis avec des méthodes différentes, voilà. Donc finalement, on est assez content, les lobbies se sont prêtés au jeu. Et puis le rendu, la réalisation, nous semble aussi un truc qui a assez bien fonctionné. Le community management, dont j'ai déjà un petit peu parlé, ça a bien fonctionné pour plusieurs raisons. Donc c'est un vrai motif de satisfaction, et Arte partage cette idée-là aussi. L'idée, c'était à la fois de tenir un discours propre sur les réseaux sociaux, qui n'existe que là, et en même temps qu'il soit contextuel de ce qui se passe sur la plateforme. Donc voilà, avec l'idée d'aller chercher l'audience, on a, je pense, trouvé un ton assez intéressant. Le choix d'avoir choisi des journalistes comme community manager, je pense que c'était essentiel à ce projet-là, vu sa teneur, et je suis assez content d'avoir fait ce choix-là. Donc un autre motif de satisfaction. Et après, sur la forme, il y a eu un ton éditorial et puis des pratiques éditoriales comme le live tweet à plusieurs reprises. Et ça a permis de tenir un discours complémentaire de ce qui se passait ailleurs dans le projet et très concret. Quand on raconte comment a lieu une séance de vote au Parlement européen, d'un coup ça devient très concret. Donc voilà, ça c'était aussi des motifs de satisfaction. Ouais. Ça marche. Les commentaires étaient super. Allez les découvrir. Des questions sur les points positifs, on a fait le tour, on attaque les points négatifs. Alors, premier truc, on en a parlé, la durée de mise en production, je vous montre une équation qui raconte tout. Voilà, vous la notez, hein, sur tous les producteurs. Alors, comment est-ce qu'on estime le temps de production d'un projet? C'est très simple, c'est le temps d'écriture plus le temps de développement plus le temps de production multiplié par le facteur nouveau média, tout prend plus de temps. Multiplié par exponentielle du nombre de coproducteurs, il y en avait beaucoup sur ce projet-là. Multiplié par, c'est passé à la ligne, mais le facteur CM, le facteur chronologie des médias. Il y avait un film, et le film, on n'avait pas les droits, qui étaient détenus majoritairement par les Autrichiens, donc il y a eu des longues négociations pour qu'il soit diffusé en télé alors qu'il était sorti au cinéma, et donc ça repoussait la sortie du projet web, on attendait derrière.
Donc voilà, ça c'était un moment d'attente un petit peu compliqué. Et puis diviser tout ça évidemment par la probabilité de boucler le plan de financement, ce qui est aussi un truc assez sympa en projet Nouveaux Médias, sachant qu'on doit être inférieur au temps de démotivation, notamment des auteurs. Donc voilà. Je crois qu'on a tout dit. Cela dit, justement, ils étaient plutôt motivés, les coproducteurs, donc on a réussi à faire face à ça. Et moi, je retiens que pour tous les projets, il faut bien définir l'ambition au départ. Ça permet d'arriver à tenir des délais de temps. Dans les trucs qui fâchent un peu plus, on a eu des retards de production, on a eu un OK Go assez tard, on s'est dit tous ensemble qu'on partait, c'était un peu trop tard. Ça a eu du coup des impacts sur toute la mise en place de toutes les autres choses, la stratégie community management, le partenariat média, ce que je disais tout à l'heure. Pas assez de temps pour faire de la recette, pour développer toutes les fonctionnalités au moment de la mise en ligne, donc mise en ligne un petit peu difficile, un peu stressante. Difficile de savoir ce qu'il faut faire dans ces moments de stress. Donc, on arrive même à des choses terribles, comme le plantage de serveurs. Donc le jour de la diffusion du film à la télé, catastrophe, juste à la fin du film, quand l'animateur dit hey, allez tous sur The Brussels Business Online, à ce moment-là, et donc il y a 50 000 mecs, je sais pas combien, mais il suffit de 2000 je crois, qui se connectent alors que la structure du serveur, enfin du programme n'est pas complètement solide, et donc voilà, crash, et là qu'est-ce qu'on fait? On va se pendre, voilà. Et après on réfléchit, on dit non, on va pendre les développeurs, voilà. Et puis finalement, non, on réfléchit et on se dit que voilà, on ravale sa fierté et puis on essaie de bien avancer pour la suite. Mais c'est vrai que c'est un moment un peu de grande solitude. D'autres trucs plus généraux sur le site, vous l'avez vu rapidement, peut-être que vous l'aviez vu avant. On a manqué d'une homepage un peu éditorialisée. Il y a plein d'idées qui sont venues pendant, mais comme on avait des retards de développement de fonctionnalités, on n'a pas pu améliorer le site dans le sens qu'on voulait. Manque d'accompagnement de tutoriels pour expliquer la mécanique. Et des infos contextuelles que je vous ai montrées au début qui sont hyper accessibles, certains les ont trouvés pas assez mis en exergue. Donc l'expérience utilisateur pas si simple que ça. Nous on en a parlé longtemps, c'est toujours le problème, quand ça passe à l'autre, c'est pas aussi simple que ça. Mise à jour tardive de certaines fonctionnalités, il y a une fonctionnalité qu'on n'a pas du tout développée, qui était un petit truc auquel tenait Jamie sur la façon de constituer dans les commentaires des groupes d'arguments. Le login, j'en ai parlé tout à l'heure, ça a été un vrai frein manifestement à l'implication de l'audience. Et puis l'utilisateur n'avait pas de feedback sur finalement s'il vote, est-ce qu'un député va l'écouter, qu'est-ce qui va se passer. Community management, ça a bien marché, mais ça n'a pas si bien marché que ça. C'était compliqué de mobiliser parce que chaque semaine on avait un nouveau débat, donc il fallait aller chercher une nouvelle communauté. Ça c'était un peu compliqué de switcher de débat en débat en maintenant une espèce de vision pour l'ensemble du projet. Il y a eu beaucoup d'activités hors de la plateforme, mais comment est-ce qu'on fait pour bien ramener ça dans la plateforme? Ça a été un peu compliqué. Quand le débat a lieu sur Facebook, pourquoi est-ce qu'on pourrait le faire exister en même temps ailleurs? Et puis des petits problèmes techniques dans Facebook, peut-être, on n'a pas peut-être bien su adresser dans toutes les langues. Ça a été une question qu'on s'est posée un peu tout au long du projet. Voilà. Bon, on peut passer donc aux questions, maintenant. Pour les points positifs et négatifs, qui veut se lancer? Hop. Vous disiez que le problème que vous avez rencontré, c'est le login des utilisateurs. Qu'est-ce que vous imagineriez pour remédier à ça parce qu'il voilà. Alors, il y a plusieurs idées. Ça peut être soit rien, c'est-à-dire qu'on met rien du tout et on dit les gens votent autant de fois qu'ils veulent. Et puis l'important, c'est pas que ce vote-là reflète une réalité, mais simplement qu'en comparant son vote à celui des députés, on provoque un débat, une prise de conscience. Donc le premier truc, c'est on fait rien. Ça coûte moins cher en développement, c'est pas mal comme idée. Le deuxième truc, c'est on fait une reconnaissance d'IP où on pose des cookies, ou voilà, et puis on leur donne une durée de 24 heures, 48 heures ou des choses comme ça pour essayer de donner un peu de vérité quand même à la fréquentation sans mettre de login. Et puis l'autre façon de faire, c'est de mettre un login beaucoup plus loin dans l'expérience utilisateur. Voilà. Oui, tout à l'heure j'aurais dû vous dire bravo parce que je trouve que l'idée de ce projet est formidable et la réalisation est très professionnelle et je trouve que ce projet mériterait s'inscrire dans la continuité. La question que je voulais vous poser, c'est quand vous avez pensé vous pendre ou pendre les développeurs, vous n'avez pas résolu le problème tout de suite. Ça m'intéresserait de connaître l'expérience du moment.
Et ce qui s'est passé ensuite, est-ce qu'aujourd'hui, si ça devait se reproduire, si vous deviez reproduire le même application pour un autre usage ou le même, est-ce que cet écueil serait évité? Et si oui, comment est-ce que vous pouvez... Alors, le crash server, c'est une erreur dans une ligne de code, parmi des dizaines de milliers de lignes de code, donc c'est très frustrant. Mais... Donc l'erreur, elle a été, évidemment, quand ça a crashé, les développeurs sont jetés sur le problème, et elle a été réglée assez vite, mais assez vite, c'est au final, au bout de quelques dizaines de minutes, le site a été remonté, mais il ramait, parce qu'en plus, le serveur, il aurait fallu rebooter le serveur, mais il y avait d'autres programmes sur le serveur, enfin, on n'a pas tout pu faire exactement comme on voulait. Mais pas si lentement que ça était très préjudiciable, puisque c'est le moment où l'audience télé était prête à convertir en audience web. Donc de ce point de vue-là, c'est un vrai échec. Voilà. Donc comme on le vit très mal, parce que c'est le gros point noir de l'expérience pour moi dans le projet. Le problème est réglé, donc si on remonte ce projet-là avec autre chose, ça n'arrivera plus. Et après, la leçon que j'en tire, c'est quand on est à la bourre et qu'on veut sortir des fonctionnalités, il faut arriver à arbitrer, même si c'est contre l'intérêt éditorial du projet, en disant on s'attaque d'abord au code. On épure le code, on vérifie qu'il n'y a pas de conneries dans le code. Quitte à ce que la fonctionnalité qu'on voulait absolument mettre en ligne ce jour-là, elle soit mise en ligne 2 jours après, ou peut-être qu'1 heure après, parce qu'on aura résolu le problème. Le problème du développement, c'est que c'est difficile de savoir combien de temps on met à résoudre un bug. Et ça, c'était un bug. C'était pas du développement, c'était pas du code. Voilà. Ça n'arrivera plus. Bonsoir. Est-ce que dans ce genre de projet, les diffuseurs comme Arte préconisent ou imposent des normes techniques, ou est-ce qu'ils veulent que le produit fini soit hébergé sur leur infrastructure, où vous disposez de toute latitude? Et secondo, est-ce qu'ils sont parfois aussi en assistance technique pour pallier ce genre d'incident? Donc Arte, ils sont diffuseurs, mais avant d'être diffuseurs, ils sont coproducteurs et complètement intégrés à tout le process de production, et ça commence par la conception. C'est quand même des partenaires de réflexion de projet qui sont assez précieux. Ils ont une très grande expérience parce qu'ils font beaucoup de projets, donc bosser avec Arte pour ce genre de projet-là, c'est quand même du bonheur. Ils ont toutes les possibilités possibles techniques et on les définit ensemble. Soit on est hébergé chez eux, soit nous on loue un serveur. Ça dépend si on veut utiliser une techno très particulière dont ils ne disposent pas, ça aurait pu se faire comme ça. Là, le projet il est en HTML, JavaScript et d'autres choses merveilleuses que les développeurs adorent, et du coup ça marche sur iPad par exemple, on est très content. Mais on n'a pas eu une demande d'Arte d'éviter le Flash pour être compatible iPad. Il se trouve que ça s'est fait comme ça. Maintenant, je pense qu'on va de plus en plus vers la plus grande compatibilité possible avec le plus grand nombre de supports, d'écrans, de techniques. Là, on a décidé de ne pas être compatible Explorer 8, donc on commence à Explorer 9. Ce qui a posé un problème en Allemagne, parce qu'ils sont moins au goût du jour des navigateurs comme Chrome et autres en Allemagne. Donc on a eu des retours d'Allemagne qui nous disaient on n'arrive pas à accéder à votre projet. Donc on avait arbitré avec Arte à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est un peu projet par projet. Oui, Olivier. Je vous félicite pour le boulot et d'avoir rendu une institution comme l'Europe, qui est réputée pour être très 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 bureaucratique et hyper ennuyeuse. Bon, le résultat il n'a pas d'effet waouh, c'est pas non plus hyper rock'n'roll, mais c'est quand même un résultat assez chouette, je trouve. Après, le mérite, je trouve, j'aimerais bien savoir quelle a été la réaction des députés. Est-ce que vous avez eu des retours? Est-ce qu'ils sont impliqués dans les interpellations qu'ils ont eues avec les internautes, etc. Donc, voilà. Alors, je vais laisser répondre en partie à la question à la personne qui est assise à côté de vous, qui était une des journalistes community managers. En termes d'interpellation de députés, elle a sans doute un mot à dire. Il y a eu en tout cas au départ une vraie bienveillance. La Commission européenne est un des financeurs via le ministère des Affaires étrangères, et le Parlement européen avait une vraie bienveillance, une réelle bienveillance vis-à-vis du projet. Ils nous ont hébergés, ils ont mis à disposition du matériel de tournage. Donc il y avait ce point de départ positif, et en plus de ça, il y a eu notamment au milieu de l'expérience une petite conférence de presse avec Isabelle Marant, donc qui est
vice-présidente du Parlement européen, 2 lobbyistes qui avaient participé à une des questions, et Mathieu Liétard, donc un des auteurs. Donc il y avait au moins un intérêt, mais je vais laisser Marianne compléter sur l'interpellation des députés. Bonsoir. Donc je suis en effet une des 3 community managers. Moi j'étais la bilingue français-français. J'ai passé beaucoup de temps sur Twitter à essayer d'interpeller des députés, des eurodéputés qui sont pratiquement tous sur Twitter d'ailleurs, mais qui ne sont pas très réactifs. Je pense qu'ils s'en foutaient un peu de notre plateforme. Ils n'ont pas vraiment mesuré que ça pouvait drainer du monde, des idées et du débat. Je pense qu'on arrivait aussi un peu trop tôt, parce que les élections européennes sont en mai 2014. Donc peut-être que si on avait fait la même plateforme en février-mars 2014, là, ils se seraient peut-être un petit peu plus mobilisés pour répondre aux internautes qui avaient des questions en plus très précises et très pertinentes. Mais c'est pas faute d'avoir essayé de les ramener. On a fait du mailing, on a fait du spamming sur leur page Facebook. On s'est fait censurer plusieurs fois sur Twitter et sur Facebook avec des petits rappels à l'ordre. On a fait de l'interpellation sur Twitter. Alors quelques-uns répondaient ouais, c'est bien, puis ils retweetaient, mais en fait ils venaient pas commenter. Donc je pense que les eurodéputés sont pas forcément prêts en tant qu'internautes déjà dans cette utilisation du web. Ce qui nous conforte dans l'idée de remettre sur pied le projet pour les élections européennes. Quelqu'un d'autre? Moi j'ai une question par rapport au relais presse. Tu disais que tu as eu des problèmes par rapport à ça, que vous n'avez pas eu la couverture que vous souhaitiez avoir. C'est plus que couverture presse, c'est le partenariat média. Et en fait, on a discuté avec plusieurs grands journaux qui avaient de l'intérêt pour le projet, et finalement, au moment où on a eu envie de concrétiser le partenariat et mettre en place des choses, donc comme récupérer l'e-frame en intégralité et avoir des liens en home de sites comme lemonde.fr par exemple, qui ont des audiences énormes, en fait, on n'a pas réussi à trouver la logique éditoriale dans laquelle Bruxelles Business s'intégrerait sur ces sites-là. Bon, bah merci. Avec plaisir. Donc j'invite